Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Antidote, l'émission qui explore les moyens de prendre soin de soi au quotidien. Aujourd'hui, nous retrouvons une invitée qui avait bien marqué UGOP la dernière fois quand elle est venue nous parler du sucre et on avait beaucoup apprécié ses petites tips et ses informations, même si j'ai été un petit peu traumatisé à l'époque. Bienvenue Léa Tourin. Merci. Je rappelle que tu es nutritionniste, que tu travailles, que tu as ton propre podcast, que tu travailles beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, tu travailles avec des différents hôpitaux et médecins. Donc, C'est ça, exactement. Je suis dans 4 cabinets et centres médicaux du coup sur Paris et je travaille avec des professionnels de santé différents. Oui, donc on a l'information à la source, une information fiable et ça tombe bien parce qu'on a plein de questions aujourd'hui. La dernière fois, c'est vrai qu'on s'est beaucoup attardé sur le sucre et sur ses effets sur notre santé. Aujourd'hui, on sera un peu plus éclectique, mais on aura des questions qui vont intéresser tout le monde, ceux qui préfèrent le sucre, ceux qui sont plus gras, ceux qui sont plus healthy lifestyle, vegan, ceux qui sont plus protéines. Et puis aussi, on abordera à la fin l'effet d'une bonne nutrition, d'une mauvaise nutrition sur notre santé physique et mentale. Donc, restez avec nous, ça va être génial. On va commencer par une question simple, relativement simple. Qu'est-ce que, pour toi, une bonne alimentation ? Alors pour moi, une bonne alimentation, c'est une alimentation qui est variée et diversifiée, c'est-à-dire où on va avoir une bonne part de protéines, une bonne part également de sucre lent, de fibres et de graisses de qualité, et également une hydratation optimale. C'est bien de le dire parce qu'on a cette information générale, mais ensuite on va prendre chaque élément à partie. Mais d'abord, je veux préciser qu'on va beaucoup parler des habitudes alimentaires de notre génération. Mm-hmm. Et du coup, qu'est-ce que tu remarques en premier lieu comme problème alimentaire de notre génération ? Alors, dans notre génération, moi je le vois en consultation, on a beaucoup de jeunes en fait qui prennent pas le temps de manger et qui ont des laps de temps en fait assez longs entre leurs prises alimentaires. On peut avoir également des sauts de repas. Et donc, en fait, on va se retrouver avec des jeunes qui font surtout des grignotages en substitut de repas. Et ça passe parfois par le sucre. On se retrouve avec des personnes qui vont se resucrer au cours de la journée parce qu'en fait, tout simplement, elles ont faim et elles ont sauté, par exemple, le petit déjeuner. Et du coup, en fait, elles relancent un petit peu leur énergie avec le sucre. Mais du coup, ça prend la place de vrais repas principaux. Donc, en fin de compte, une alimentation saine, c'est une alimentation qui répond aussi à plusieurs conditions. Donc, la problématique de chaque personne, le temps qu'on a à s'accorder à faire à manger pour aussi prendre ses prises alimentaires, quelque chose qui est adapté, en fin de compte, à nous-mêmes. Et quand tu dis... Quand tu dis s'adapter à nous-mêmes, quand on a un cadre professionnel strict ou qu'on n'a pas le temps ou plutôt, même peut-être qu'on a le temps de cuisiner pour chaque jour, qu'est-ce que tu penses qui est le meilleur moyen de bien se nourrir au quotidien quand on a un quotidien chargé, qu'on travaille de 9 à 5, qu'on a des enfants ensuite ? Bien sûr, oui, c'est ça. On a tous on a tous un background différent. Donc, quand on est mère de famille ou père de famille également, ça peut être assez compliqué, il suffit qu'on fasse un peu de sport à côté ou autre, et en fait on en vient très vite à s'oublier, on prend pas le temps de manger. Il y a des techniques, on n'est pas forcément obligé de faire tous ces tupperwares pour manger correctement. On peut également manger dans des brasseries ou dans des restaurants, ou trouver aussi de quoi se faire un repas sain au Monoprix, au Franprix, peu importe en fait dans quel supermarché, à partir du moment où on retombe un petit peu sur ses pattes, c'est-à-dire protéines, fibres et glucides. On va essayer en fait de répondre à une assiette idéale, si je puis dire, avec tous les macronutriments et des quantités correctes surtout. On le voit beaucoup là de plus en plus. En fait, dans l'assiette, ce qui prend la plus grande place, ce sont les féculents, ce sont les sucres. Et cumulé en fait à de la sédentarité, et en fait on voit qu'il y a en effet un stockage sous forme de graisse. Il y a beaucoup de prise de poids suite à ça du coup. Et tu as l'impression que notre génération mange beaucoup moins bien que les précédentes ? Moi, je trouve que les générations mangent moins bien, parce que déjà, on a plus accès à plein de fast-food, plein de prêt à manger et beaucoup de sucreries.
Les sucreries d'avant ne sont pas celles de maintenant. On a aussi beaucoup d'additifs, donc beaucoup de choses ajoutées dans les produits alimentaires. Donc en fait, ça devient très délicat. Et puis avant, les personnes étaient beaucoup moins sédentaires. Ouais. Donc même s'il y avait un taux de sucre parfois un petit peu élevé, en fin de compte, les personnes le régulaient en allant au travail en marchant, en allant au travail à vélo et en bougeant davantage. Il y avait plus de métiers manuels. On est plus dans une ère du digital, forcément. Donc en fin de compte, c'est vraiment l'équilibre entre les apports et la dépense qui est un peu faussé, quoi. Oui, tu le dis, on est dans une ère du digital, mais en même temps, on a beaucoup plus d'informations, on est beaucoup plus informé sur l'alimentation, comme sur plein d'autres sujets. Comment tu expliques ça? Même si on est très informé, on continue à manger mal ou on est mal informé? Il y a un peu des deux. Je pense déjà, c'est pas parce qu'on a une information qu'on se l'applique. Et de deux, on a beaucoup d'informations parasites, en fait. Avec les réseaux sociaux, on va avoir beaucoup d'influenceurs, de youtubeurs qui n'ont pas les diplômes nécessaires. Alors, il y en a qui sont très doués, attention, parce qu'ils s'appliquent des choses à eux-mêmes, mais c'est à eux-mêmes. Donc en fait, ils prennent en compte leur mode de vie, leurs antécédents de santé à eux, leurs mesures, leurs paramètres de composition corporelle, mais les choses qui s'appliquent sont en lien avec leur pratique sportive et pas forcément avec celle de monsieur ou madame X. Ouais. Donc en fait, c'est ça, c'est réussir à faire le tri. On a bien sûr des vérités générales en termes d'alimentation, mais il faut savoir personnaliser. J'ai beaucoup de jeunes en consultation qui me disent moi j'ai arrêté de faire ça parce que j'ai vu sur les réseaux que c'était pas bon et que ça créait des troubles digestifs, par exemple. Et je leur dis est-ce que ça vous a fait des troubles digestifs? Ils me disent non. Je dis alors c'est bon dans ces cas-là. Donc en fait c'est ça, c'est réussir quand même à déceler le vrai du faux et à surtout se baser en fait sur ses propres ressentis et sensations personnelles et pas celles du voisin. Ça c'est important. Et comment alors bien s'informer? Est-ce qu'il y a des liens où tu conseillerais plutôt d'aller directement voir un professionnel? Je pense que quand on fait par exemple beaucoup de sport ou qu'on a une pathologie, quand il y a vraiment des critères en fait importants, je pense que c'est quand même mieux d'aller consulter, même si c'est seulement pour une fois, qu'il n'y a pas forcément de suivi par la suite, un professionnel de santé, lui poser au moins les questions qu'on a, ou alors lui expliquer notre journée type et ce qu'on a mis en place pour avoir un peu un consentement, enfin vraiment qu'on puisse nous dire ok, ça c'est bien, ça l'est peut-être un peu moins par rapport à tes habitudes, à ton rythme de vie, à ta dépense énergétique et tes antécédents de santé, je mettrais peut-être ça un peu plus en avant, vraiment en fait avoir de la nuance, mais c'est vrai que moi je vois beaucoup de choses aussi sur les réseaux, c'est que les personnes prônent un petit peu les régimes d'éviction. Vous voulez perdre du poids, enlevez les sucres totalement, attention la mayonnaise c'est l'enfer, ne buvez plus du tout de coca. Alors il faut aussi prendre des passettes, il faut que l'alimentation elle reste quand même plaisir accessoirement à certains moments. On peut pas en fait tout supprimer. Moi ce que je fais en consultation, c'est que quand une personne, on va parler de la perte de poids, c'est ce dont on parle le plus, mais je rajoute des choses justement. Moi en tout cas ma démarche elle est pas d'enlever mais de rajouter, rajouter des fibres pour réguler, rajouter des protéines pour nourrir le muscle et avoir ce rôle un peu satiétogène, rajouter également de l'activité. Donc en fait, ne pas penser que perte de poids, c'est seulement supprimer. C'est ça, supprimer et puis mourir de faim, être aigri et être fatigué. Non, ça fonctionne pas, ou en tout cas ça fonctionne seulement un temps. D'où l'importance d'avoir cet accompagnement proposé par un professionnel de la santé. Et aussi, est-ce que tu dirais c'est important de venir voir un professionnel par rapport aux produits? Parce que c'est vrai qu'on est bombardé de produits sur le marché et on ne sait plus... on en parlait tout à l'heure, mais autant le redire, on ne sait plus se fier au Nutri-Score, aux applis, etc. Donc, redis-nous un peu par rapport à ça. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup de patients qui scannent tout sur Yuka. Alors, bien sûr, ça a des limites. C'est ce que j'explique à mes patients. Je dis, voilà, si vous prenez, par exemple, 2 produits, donc de la même gamme, je sais pas, 2 paquets de biscuits, on va vous dire, en fait, que le paquet de biscuits dans lequel il y a le moins de sucre est le mieux pour la santé, donc il va être le mieux noté sur Yuka. Mais en fait, il faut regarder vraiment la composition dans sa globalité. Déjà, il faut regarder la liste d'ingrédients, il faut regarder l'étiologie, la source, en fait, d'où vient le sucre. Est-ce que c'est du sucre transformé, un édulcorant de synthèse, ou est-ce que c'est du miel qui a des vertus pour la santé? Ensuite, on va venir regarder aussi, est-ce que le sucre est accompagné de protéines, de fibres, toujours dans la démarche, un peu pour ceux qui connaissent de Jessie de Glucose Goddess. Voilà, elle explique bien le sucre
en prise isolée et en excès va avoir un impact en fait sur la glycémie, donc va induire un pic de sucre dans le sang qui lui déclenche en fait la mise en réserve et qui plus est des conséquences délétères sur les voies nerveuses, les vaisseaux sanguins. Et donc là justement, quand ça va être accompagné de protéines, de fibres, en fait le produit est vachement plus complet. Il vaut mieux avoir plus de calories, mais que ce soit mieux régulé, plutôt que très peu de calories, mais que ce soit seulement du sucre, tout simplement. Tu parles de glucose goddess et j'aimerais bien m'attarder un petit peu plus là-dessus. Donc, de son vrai nom, Inès Inchospé, il me semble. Jessie, ouais. Jessie Inchospé. C'est ça. et c'est vrai qu'elle a eu pas mal de résonance parce qu'elle est proposée ou elle déconstruisait ce qu'on pensait être quelque chose de très sain, c'est-à-dire manger des fruits, boire du jus d'orange, etc. Ça permettait de compenser, alors que on nous informe soudainement que non, que les fruits de nos jours contiennent beaucoup de sucre et c'est un peu la même chose que de manger une orange que de manger un cookie. En fait, oui, malheureusement, notre corps fait pas la différence entre le sucre provenant d'un fruit et celui d'un cookie. Ça reste des molécules de glucose, en fin de compte, ou de fructose, enfin voilà, peu importe. Mais en fait, c'est ça que j'essaye justement avec mes patients de mettre en place, c'est de ne pas se venger sur les fruits. Ouais. Les personnes, en fait, quand on leur dit bon bah allez, on va faire attention au sucre transformé, elles se disent en fait ok, bon bah dès que je vais avoir faim, je vais manger plutôt une pomme, une banane, les fruits c'est naturel, il y a des vitamines, c'est bon pour la santé. Attention, ça reste du sucre. Ouais. Donc là, malheureusement. Malheureusement, c'est ça exactement. Il y avait une grosse tendance sur les smoothies et j'ai alerté mes patients. Je dis mais attention, les smoothies, on va en fait réduire à l'état de mixture de jus 3-4 fruits d'un coup, c'est une bombe en sucre. Ouais. Donc un vrai smoothie, on est censé mettre maximum de fruits, le couper avec un légume, par exemple du concombre ou des spinaches, des petites pousses d'épinards, et rajouter une source de protéines comme un petit lait de soja ou du lait classique, pour justement amoindrir le fameux pic. Donc ce qu'elle dit, c'est réel. On peut pas en fait manger en prise isolée n'importe comment des sucres. Elle propose aussi une manière de manger, aussi, enfin un ordre plutôt, c'est-à-dire d'envoyer en premier lieu des fibres sur le lieu d'absorption, qui est la paroi intestinale. On va venir tapisser la paroi avec les fibres, et ensuite on va manger les protéines qui vont venir nous rassasier, nourrir le muscle et jouer un rôle satiétogène, et on va terminer par les sucres. Comme ça, si d'ailleurs vous arrivez à satiété que vous n'avez plus faim, et ben c'est les sucres qui en pâtissent, c'est la quantité de sucre qui va être réduite et pas les fibres et les protéines qui sont quand même essentielles. Ouais. Merci de nous faire cette petite piqûre de rappel, et en plus c'est bien de l'écouter parce que c'est vrai que quand je regarde ça sur Instagram, je me dis est-ce que c'est vrai ou pas, mais je te crois, toi. Ça t'arrangerait que ce soit faux, c'est ça? Tout à fait. Non, mais là j'en suis convaincu. Mais ça ne va pas pour autant réduire mes petits plats plaisir. Mais justement, on va en parler. Comment tu conseillerais de réduire ou de gérer ces cheat meals, ces plats triches? Alors, moi, ce que je dis souvent, donc bien sûr, encore une fois, ça dépend. Si j'ai un sportif en face de moi qui fait 8 heures de sport par semaine, bon, je vais lui dire, tu peux te faire plaisir, il n'y a aucun problème, même un petit peu tous les jours, juste essaye de partir sur une qualité quand même qui est intéressante. Parce que certes, je dis que le sucre est perçu de la même manière, mais il peut y avoir aussi dans les produits sucrés transformés, enfin des additifs, des choses néfastes pour la santé, qu'on soit bien clair quand même. Je prône pas les cookies. Mais ça serait bien ça. Voilà, mais du coup non, on peut se faire plaisir. Moi souvent ce que je propose c'est 2 plaisirs sucrés par semaine, et puis un cheat meal, un repas plaisir aussi où on se détend, on se prend pas la tête. Voilà, si la dynamique est bonne, si allez, on va prendre les 14 repas de la semaine sans compter les petits déjeuners, donc je compte les 7 déjeuners, les 7 dîners. Si sur les 14 j'en ai 8 qui correspondent à l'assiette idéale, voilà, on peut se permettre un ou 2 cheat meals, même bien sûr en fonction de la dépense énergétique, il n'y a aucun problème avec ça. Ok. Et il y a un moment idéal pour le cheat meal, le soir ou le midi, ou peu importe? Celui qu'on préfère. Ah, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être un mythe de dire qu'il ne faut pas trop manger le soir. Ah mais carrément. En fait, on est élevé un petit peu avec, il faut manger comme un roi le matin, comme un pauvre le soir.
Totalement faux. Hein. Pour moi, il faut manger de manière régulière avec tout ce dont on a besoin et une pluralité de nutriments à chaque ça, repas. c'est une bonne nouvelle pour moi. Parce que je me goinfre le soir et le matin, je skip. Ça, c'est pas très bien. Il faut que ce soit équilibré. Après, généralement, les personnes qui se gonflent le soir, c'est des personnes en fait qui n'ont pas assez mangé sur le début de la journée, qui ont créé un déséquilibre. Donc en fait, on arrive le soir, on est dans son environnement, on associe ça à un moment forcément de plaisir, et puis on a accès au frigo. On va pas se mentir, c'est surtout ça. Voilà. On a parlé de la perte de poids en première partie de l'émission, mais il y a d'autres tendances, notamment le gain de poids. Pour avoir des protéines, pour se construire des muscles et tout. Qu'est-ce que tu préconises quand c'est quelqu'un, un jeune homme ou une jeune femme qui vient, qui veut, je dis jeune, mais ça peut être moins jeune, qui veut avoir ce corps d'athlète avec plein de muscles? Ouais, je fais beaucoup de prises de masse aussi, hein. Vu que je suis spécialisée en nutrition sportive, j'en ai pas mal. Alors, il y a plusieurs items, en fait, critères de réussite, hein, dans une prise de masse. Déjà, il faut augmenter, en fin de compte, la charge calorique, hein. On n'augmente pas que les protéines, on augmente aussi les carbs, hein, donc les sucres, parce que la personne, elle est censée quand même solliciter son muscle au moins 3 fois dans la semaine et aller chercher une atrophie, c'est-à-dire pousser quand même, créer des micro-lésions, des micro-traumatismes, puis venir récupérer, justement, les réparer avec un apport en protéines également intéressant. Et après, bien sûr, une hydratation, une bonne hydratation, on va mettre en place des collations, on va fractionner pour éviter de gaver la personne sur un et seul même repas. On peut faire des enrichissements, donc on peut rajouter dans des pâtes un petit jaune d'œuf, de l'emmental râpé, et on peut augmenter la densité nutritionnelle sans pour autant augmenter le volume et que ce soit immangeable et que la personne soit ballonnée, hein, bien sûr. Mais une prise de masse. On a aussi le critère complément alimentaire qui revient souvent. Les personnes me demandent, ok, mais je prends quoi? Est-ce que je prends de la whey? Est-ce que j'en prends pas? Est-ce que je prends des oméga 3, des BCA? Donc je dirais que parfois on a un peu de mal à couvrir les besoins en protéines chez certaines personnes, et puis elles ont peut-être pas l'occasion dans la vie de tous les jours de se refaire un blanc de poulet, brocoli toutes les 2 heures. Donc on peut mettre en place de la whey. Les whey, généralement, on va retrouver des édulcorants. Après, il y a des édulcorants naturels, des édulcorants de synthèse. Après, par expérience, c'est vrai que les édulcorants naturels dans les whey, c'est pas très bon. Donc la prise est un peu compliquée. Donc je peux dire, écoutez, si c'est le seul produit dans la journée dans lequel vous avez un peu d'édulcorant, c'est pas dramatique. Et après, on peut prendre aussi des oméga 3. C'est très intéressant pour le rôle anticatabolytique. En fait, ça permet de limiter la fonte musculaire. On retrouve pas mal de compléments, hein, franchement, qui peuvent être intéressants à mettre en place à partir d'une certaine activité physique. Ouais. Hein. Le collagène aussi, pour limiter justement la raideur au niveau des tendons, de toutes ces petites choses-là, limiter les contre-performances aussi, on peut mettre ça en place. Hein. Donc pas tout à fait pas pour les compléments alimentaires, mais avec sagesse. Voilà, c'est ça. Et puis, regardez aussi la provenance. Est-ce que le labo il est en France? Est-ce que il y a eu des bons avis? Est-ce qu'il y a des retours positifs? Il y a plusieurs marques là en France qui sont pas mal. Je sais pas si j'ai le droit de les citer, mais NutriPure, ils sont quand même pas mal sur le marché. Donc après, c'est demander conseil aussi. Après, il faut venir aussi voir, comme tu disais, chacun ce dont il a besoin et venir voir ça avec toi de manière plus spécifique et précise. Exactement. Mais on voit qu'il y a plein de ressources à venir puiser au cabinet. Mais ce n'est pas que la prise de masse qui est tendance. On a aussi beaucoup de bio, de magasins bio qui ouvrent par-ci par-là, qui ont un certain succès, surtout à Paris. On a aussi les régimes véganes. C'est quoi qu'est-ce que tu dirais par rapport à ces deux tendances? Je dirais qu'on peut être végane de nos jours, hein, pour un point de vue éthique. Juste, il faut faire attention, il faut bien le faire pour ne pas être carencé. Déjà, tous les véganes, supplémentez-vous en B12, c'est obligatoire. Tout simplement. Sinon, vous pouvez être anémié et avoir de grosses fatigues. Donc ça, c'est important de le notifier. Et puis après, il faut faire des complémentarités protéiques. Donc, on va mettre, par exemple, du riz avec des lentilles, de la semoule avec des pois chiches. Ça permet de retomber un petit peu sur nos pattes et de retrouver le même profil en acides aminés essentiels qu'une protéine animale. On peut mettre du quinoa, c'est le seul produit céréalier qui a tous les acides aminés essentiels. On peut mettre du tofu, du tempeh, du seitan, on a pas mal d'alternatives. T'as pas mal de ressources. Okay. Donc faites-le, c'est important, hein, faites-le bien. Faites-vous aussi un bilan complet sanguin tous les ans.
ou tous les 2 ans pour checker que tout va bien, parce que ça convient pas à tout le monde malheureusement. Et pour le bio, attention, c'est pas parce que c'est bio qu'il n'y a pas de calories que c'est sain pour la santé. Si on mange un paquet de gâteaux entiers, de gâteaux bio, on peut prendre du poids. Je peux faire c'est même certain. Voilà, c'est certain. C'est bien noté pour le bio. On arrive presque à la fin de notre entretien. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre la nutrition et les problèmes de santé physique et mentaux? Tout à fait. Déjà, par exemple, je parlais des oméga 3. Il faut savoir que les oméga 3, ça permet justement d'avoir un bon mindset, d'avoir un bon mental. En fait, ça permet de bien synthétiser en fait les neurotransmetteurs régulateurs de l'anxiété. Je pense aux vitamines du groupe B aussi, au magnésium. Vraiment, voilà, c'est mettre en place une alimentation anti-stress en fait pour limiter justement les états de dépression. On le voit maintenant, de plus en plus de personnes avec le rythme de vie assez stressant peuvent être sujets à ça. Donc faire attention, et aussi tout simplement faire attention à ce qu'on mange. Les sucres transformés peuvent par la suite favoriser tout ce qui va être syndrome de l'intestin irritable. Donc, c'est quoi le syndrome? C'est en fait des maladies inflammatoires de l'intestin qui sont de plus en plus en vogue en fait aujourd'hui. Parce que les gens mangent des choses... Parce que les gens sont très stressés, ils mangent des sucres transformés. En fait, ça va créer des énormes ballonnements, une alternance constipation-diarrhée. Donc c'est très délicat à gérer, c'est très handicapant. Oui. Et quand on est stressé, là c'est une question en plus, mais quand on est stressé, c'est vrai qu'on saute sur la première source de comfort foods, on dit une glace ou un moelleux au chocolat. Qu'est-ce que tu fais quand tu es stressé? Tout simplement, quand on est stressé, on peut se permettre le petit truc sucré, mais toujours dans la dynamique de glucose God DS, on va essayer de l'accompagner ou alors de le mettre à la suite d'un repas où il y a eu beaucoup de fibres. Ouais. Ne pas le manger en prise isolée. Ouais. Bon. Et est-ce que tu as un mythe de nutrition que tu aimerais détruire? Oui, vous pouvez manger des œufs. Ça n'augmente pas le taux de cholestérol. Okay. C'est la meilleure source de protéines. Mieux que le poisson? La question est compliquée. La question est compliquée parce qu'il y a des poissons quand même gras qui sont très intéressants pour les oméga 3, mais dans les œufs on a beaucoup de vitamine B12. On en parlait justement par rapport au régime vegan, mais les œufs vous pouvez en manger. Le taux de cholestérol, en tout cas la nourriture qu'on mange a une incidence seulement de 20% sur notre taux de cholestérol sanguin. En fait, c'est surtout des cholestérolémies familiales. C'est des prédispositions génétiques souvent. Ouais. Après, il y a le bon cholestérol et le mauvais. C'est ça, il y a le bon. Si je me souviens bien de mes quelques cours de biologie. Exactement. Et combien d'œufs à peu près par jour? Mais il n'y a pas de limitation. Après, le but, c'est d'avoir une alimentation variée. Donc, je vais jamais conseiller à quelqu'un de manger 10 œufs par jour. Parce que j'aimerais qu'il varie plus avec du poisson, des viandes et d'autres choses. Ou des mollusques, des crustacés, enfin voilà. Ouais. C'était très intéressant, passionnant même. Et à chaque fois que je fais une émission en Antidote avec toi, Léa, j'en ressors plus sain, j'ai l'impression. Je me motive à manger plus sainement. J'espère que pour nos auditeurs, c'est pareil. En tout cas, ça sera un plaisir de continuer parce qu'on a plein d'autres questions à aborder. Mais c'est déjà la fin de cette émission. Nous avons vu que la nutrition n'est pas seulement une question de calories et de régime, mais aussi qu'elle touche profondément à notre bien-être global, physique et mental. Donc, merci encore pour ces précieux conseils et pour cette belle vision d'une alimentation saine et équilibrée. Donc, on motive... s'il y a un point en tout cas que je retiens, c'est aussi de motiver chacun de nous à aller voir au moins une fois un expert de la santé pour être lancé sur de bonnes bases. C'est ça, comme on irait voir un ostéopathe ou quelqu'un d'autre. Et on vous conseille absolument sur UGOP Radio, Léa Tourin, que vous pouvez joindre sur les réseaux sociaux et qui a aussi son podcast que vous pouvez écouter. Yes. Le lien est sur c'est Instagram. Ça, et ça s'appelle Alimentation sans filtre. À très bientôt, merci beaucoup Léa Tourin. Merci. C'était UGOP Radio, la radio du 12. À très bientôt pour une nouvelle émission. Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio.